Bon, c'est n'importe quoi. On s'en fout. C'est pour ça que c'est cool le cinéma. Ça sert à rien, ok? C'est le scénario qui déclenche tout. Pas tout, mais enfin beaucoup de choses. Oui, parce que je trouve que c'est la chose sur laquelle on doit être le plus exigeant, c'est l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans Phase B, votre nouveau podcast sur le cinéma. Et pour ce premier épisode, je reçois un jeune réalisateur qui a notamment été nommé à Cannes l'année dernière. Bonjour Raphaël Jouzot. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être mon premier invité. Merci de m'avoir invité. Pour préparer ce podcast, je me suis donc renseigné un peu sur d'où tu venais, ce que tu as fait, et dans une biographie d'un festival qui a fait ta biographie. Ils ont écrit que donc, tu es né en mars 1993, jusque-là ils ne se trompent pas, c'est tout bon. dans le 12e arrondissement de Paris, et pas loin du périphérique, pour ne jamais être loin de la route de l'aventure. Est-ce que tu te considères comme un aventurier ? Alors, cette biographie, c'est moi qui l'ai écrite. Parce que souvent, on demande une biographie ou un truc comme ça. Et du coup, c'est mes prods, elles m'ont dit t'as pas une biographie à leur envoyer. Du coup, souvent, c'est les réals qui écrivent leur propre. Ok, et du coup, c'est toujours un peu gênant. T'as écrit à la troisième personne, c'est marrant. Oui, parce que du coup, on fait comme si c'était pas moi qui l'avais écrite. Et du coup, t'as grandi à Paris ? J'ai grandi dans le 12e. Ok. Jusqu'à la moitié de l'école primaire, je crois. Et ensuite, on est parti à Fontenay-sous-Bois, en banlieue. Ok. Voilà. Et du coup, t'as baigné un peu depuis tout petit dans ce milieu artistique, parisien, culturel, un peu ? Mes parents, ils m'emmenaient presque tous les week-ends. Ils nous emmenaient voir des expos, au cinéma, tout ça. Ouais. Ma grand-mère m'emmenait à la cinémathèque, voir des vieux films. Donc oui, j'ai eu de la chance. Enfin, je me plains pas là-dessus. J'ai été bien. Même si à la fin, j'en avais un peu marre quand j'étais ado. J'avais la flemme de voir les expos et tout. Je préférais jouer aux jeux vidéo. Et du coup, le cinéma, ça a été la chose qui t'a le plus marqué dans cette vie culturelle, parce qu'il y a les expos, donc il peut y avoir la peinture, etc. Mais... Non, au tout départ, je crois que je voulais plutôt... Enfin, quand j'étais au collège, je voulais plutôt être designer ou architecte. Parce que mon papa, il refaisait souvent il redessinait des maisons qu'il aimait bien, du Corbusier, de tout ça. Et moi, je trouvais ça joli, ces dessins, donc je voulais faire pareil. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père, il travaille beaucoup avec des illustrateurs aussi, donc souvent il me montrait plein de bouquins d'illustrations, de BD et tout. Donc il y a eu un moment où j'hésitais à faire ça. Ensuite, j'ai vu une collection de films qui s'appelle Peur du Noir. Ok. Qui avait été faite, je sais pas, il y a 20 ans, un truc comme ça. Ouais. C'est quand tu étais ado que tu l'as vu, du coup ? Je l'ai vu ado, dans une projection spéciale, je crois. Je crois que c'était au Macval, en banlieue parisienne. Ok. Et j'avais trouvé ça super. Donc j'hésitais un peu entre les deux. J'ai passé mon bac ric-rac. Et mes parents ont bien voulu me suivre pour me payer une prépa privée parce que j'avais pas été pris dans les manas et tout ça, dans les prépas publiques du coup, pour aller aux grandes écoles d'art. Donc j'ai fait ça, là j'ai passé des concours, j'avais eu l'EMK à Angoulême et les Arts Déco de Strasbourg. Ouais. Et je crois que j'avais envie... En fait, je suis arrivé au concours des Arts Déco et j'ai vu tous les ateliers, tous les trucs qui étaient à disposition des élèves et je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie de faire du cinéma d'animation tout de suite. Je veux d'abord bricoler des trucs, avoir plein de petites expériences un peu marrantes où je touche un peu à tout. Voilà. Après, j'ai été aux Arts Déco pendant 3 ans. Pour des raisons personnelles, j'ai dû partir des Arts Déco. Ok. Et du coup, je me suis rebifurqué vers l'animation. Donc, j'ai refait une prépa pour trouver une école. Et ensuite, j'ai été dans la première promo de l'atelier de Sèvres, l'école, elle s'appelait l'Atelier supérieur d'animation. Mais elle a changé de nom maintenant.
Et voilà, et ça c'était super. Ouais. Et de 2016 à 2019, tu es donc Je à suis là. l'atelier supérieur Ouais. d'animation. C'est quoi en fait? C'est en tout l'école, en gros, du coup elle était toute nouvelle et le but c'était de faire une école un peu entre la Poudrière à Valence et les Gobelins. Ok. Donc une école d'auteurs-réalisateurs, mais avec quand même pas mal de cours techniques pour apprendre à savoir utiliser pas mal de logiciels, maîtriser assez l'animation. Et, et le but, c'était de faire aussi pas mal de workshops où on pouvait tester plein de choses. Donc, je sais pas, on a fait 6 ou 7 petits films avant la 3e année où on a fait notre film de fin d'études tout seul. Et en écoutant un podcast que tu avais fait il y a quelques mois, il y a un mot que tu as utilisé là et que tu avais beaucoup utilisé dans le podcast, c'était workshop. Et en fait, j'ai pas compris du tout ce que c'était. Ok. Un workshop, c'est en gros pendant un temps donné. Donc nous, en général, c'était 2 semaines, 2-3 semaines. Ok. On a un sujet. Donc là, je ne saurais pas dire quoi, mais on avait un sujet, quoi, une phrase, un truc, pardon, une phrase, et une technique imposée en général. Ouais. Donc ça pouvait être du sable animé, de la peinture animée, de la 2D, etc. Et des intervenants qui connaissaient en particulier ces techniques-là. Donc je sais plus, pour peinture animée, on avait eu Agnès Patron, on avait eu Hugo Bienvenu et Kevin Manac en 2D. Enfin voilà, on avait des gens stylés. Ouais. Donc c'était chouette. Et en gros, on se mettait par équipe de, je sais pas, 3, 4, et on faisait un petit film. Je crois pas que la durée, il n'y avait pas de durée imposée, mais en général, c'était quoi, 1-2 minutes, un truc comme ça. Ok. Et du coup, ça nous a aussi permis de faire plein de tests, d'essayer plein de choses, de narration, et de s'éclater quand même, parce qu'on était quand même assez libre pour voir à quel point le sujet pouvait être... on pouvait dépasser les règles ou pas. Et voilà. Et à la fin de ton cursus, du coup, en 2019, ton film de fin d'études, Des tout petits riens, sort. Et déjà, je voulais savoir ce que c'est, ce qu'il y a de différent entre un film que tu fais durant ton cursus et le film de fin d'études. Le film de fin d'études, là, ça devient déjà beaucoup plus personnel, parce nous, on le faisait tout seul. Enfin, la plupart, on faisait ça tout seul. Et du coup, forcément, quand tu fais un film tout seul et que tu sais pas si ça va être ton seul film tout seul dans ta vie, parce qu'on se destinait pas forcément tous à être réalisateur ou réalisatrice. Du coup, forcément, la plupart d'entre nous, on a parlé de sujets très personnels. Donc, et moi, j'avais une rupture assez douloureuse, peut-être 1 an et demi avant, et ça me restait toujours, et je crois que j'avais des trucs à faire sortir. Donc, c'était une bonne occasion. Du coup, c'est un peu comme l'artiste qui ressort tout son mal-être dans son œuvre. Oui, ma lettre, après, il n'y a pas que des choses mal dans une rupture, mais oui, je crois que j'avais juste des trucs à faire sortir, quoi. Et des personnages, j'avais envie de montrer un certain type de personnage, tout ça. Du coup, tu te considères comme un artiste aujourd'hui en tant que... Parce que, en fait, tu mélanges plusieurs arts. En fait, tu mélanges le 7e art qui est le cinéma et tu mélanges aussi le dessin. Du coup, c'est hyper riche, hyper... en fait, tout s'assemble. Est-ce que, du coup, tu te considères un double artiste en plus? Je sais pas. Artiste, ça me paraît... Enfin, moi, artiste, j'ai l'impression de voir des gens qui font des performances et qui sont capables de parler extrêmement longtemps de concepts artistiques, de trucs... Enfin, en fait, je suis incapable de faire ça et je respecte beaucoup ça. Mais moi, je sais pas faire ça. Je pense que je me vois plus comme un espèce de auteur artisan qui fabrique des images et des films en écrivant des histoires, quoi. Voilà.
Et du coup, moi, je voulais revenir un peu sur ce que c'était le cinéma d'animation et ce que c'était les courts-métrages. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, en fait, le cinéma, c'est un peu un long-métrage en prise de vue réelle, j'ai l'impression. Et toi, tu viens casser cette norme de l'imaginaire collectif avec des courts-métrages et du cinéma d'animation. Du coup, en fait, tu viens casser cette norme et cet imaginaire collectif parce que peut-être c'est pas le cas à Paris parce qu'il y a énormément de films différents, mais en province, quand on va au cinéma, c'est pour voir 1h30 de film et de prise de vue réelle, quoi. Oui, je pense que en vrai, il y a énormément. Enfin, je me considère pas d'avoir cassé quoi que ce soit, mais il y a énormément de courts-métrages qui sortent quand même chaque année en animation et encore plus en prise de vue réelle. C'est juste que, en effet, pour les voir, faut soit aller dans les festivals, et il y en a quand même beaucoup parce que là, j'en fais pas mal cette année, donc je vois tout ce qu'il y a, et il y en a vraiment partout. Mais après, il faut évidemment faire le chemin vers le festival et se tenir au courant de tout ça et avoir envie d'aller voir des courts-métrages. Moi, c'est sûr que avant de faire du court-métrage, j'allais pas forcément dans les festivals voir des courts-métrages. Je regardais un peu sur Arte, sur France Télé des courts-métrages, mais c'est tout. Et je sais plus ce que je disais. Les courts-métrages, du coup, en fait, pour expliquer un peu, moi, quand on regarde un peu la biographie de certains grands réalisateurs ou juste des personnes qui travaillent sur des grands films, c'est des personnes qui ont commencé avec des courts-métrages et du coup, ils les ont un peu utilisés comme des tremplins. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est ça la principale place dans le milieu du cinéma des courts-métrages, c'est c'est d'être un tremplin, quoi? Alors, je pense peut-être plus en prise de vue réelle qu'en animation. Parce que, premièrement, ça met beaucoup moins de temps en prise de vue réelle de faire un court-métrage qu'en anime. Je sais pas, je pense... Bon, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais je pense 1 ou 2 ans pour un film en prise de vue réelle, le temps de le financer, de le faire, tout ça. En anime, nous, par exemple, on a mis 4 ans. Et il y a beaucoup de gens, et donc un long métrage, c'est plus long. Ouais, et c'est plus compliqué à faire financer un film d'animation? Oui, surtout, alors en ce moment en plus, je pense que oui. Si ça découle pas d'une franchise ou d'un truc comme ça, si c'est une histoire originale, si c'est pas une adaptation, je pense que c'est un peu chaud de... Ouais, faut se battre un peu, quoi. Faut se battre un peu, mais il y a toujours moyen. Et après, ça coûte cher l'animation, donc faut trouver des sous, des partenaires et tout. Mais bon, si l'histoire est assez bonne, j'espère que ça marche. Et est-ce que tu penses que des personnes qui ont réussi dans les longs métrages peuvent revenir à faire des courts métrages? Oui, je crois qu'il y en a pas mal qui font ça. Mais c'est vrai qu'en animation, la plupart du temps, ça nous va très bien de faire que des courts métrages. Parce que du coup ça prend déjà tellement de temps, et en soi j'ai l'impression qu'en animation, comme on sait qu'on fera peut-être pas de long métrage, on fait vraiment des histoires qui ont des débuts et des fins, alors que des fois dans le court métrage ça peut faire un peu des mini-séries, un peu teaser pour un long, où c'est une scène qu'on va réutiliser pour un long plus tard pour espérer avoir des financements et tout ça. Bon, après, je dis ça, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'en court-métrage, en tout cas, il y a plus de réals qui font vraiment que du court et qui vont pas forcément aller faire du long après. Surtout qu'il y a beaucoup de courts-métrages qui sont beaucoup dans de l'abstraction en animation aussi, de la transformation, des films... presque qui ressemble un peu à de la prise de vue réelle. En termes de mise en scène, il y en a un peu, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, j'ai l'impression. Et pour revenir un peu plus sur ton actualité, quand je t'ai demandé si tu avais des actualités en ce moment, tu m'as dit que tu écrivais un long métrage.
Ouais, alors Ça prend combien de temps depuis combien de temps tu y es? Parce que j'imagine que tu vas pas nous dévoiler. non, puis j'en sais rien surtout. Moi, je commence à écrire, je sais pas, depuis décembre, mais Ok. en fait, c'est plus des petites idées de scènes, de personnages, de choses comme ça que là, je compile et que ensuite, avec le co-scénariste, on va essayer de voir si ça fait un film et aussi de pousser certaines choses ou non et voilà. Mais là, ouais, c'est assez. En fait, je peux dire un truc, mais ça se trouve dans 2 ans, ça sera autre chose. Donc, Mais Vaut mieux que je du coup, dise c'est un long métrage d'animation. oui, je sais pas faire autre chose. Toi, tu dois rester tu te vois rester pour le moment dans l'animation parce que c'est ce que tu as appris, c'est ce que ton cursus t'a appris. Oui, et puis je crois que ça m'angoisse un peu un plateau de tournage et tout ça, où tout doit aller vite, où on doit tout faire en beaucoup moins de temps que du coup l'animation, où on fait 2-3 secondes par jour. Donc j'ai le temps de réfléchir à mes scènes et de changer d'avis surtout. Alors qu'en prise de vue réelle, je pense que c'est trop tard. Faut aller beaucoup plus vite. Et il y a beaucoup de gens qui demandent des choses quand même en même temps. Et moi, je suis un peu angoissé. Donc, Mais surtout, si tu dois diriger, et si tu as une personnalité qui n'ose pas donner des ordres, ça peut être un peu compliqué sur un plateau de tournage. oui, surtout, je suis pas sûr de moi. Donc, faudrait faire semblant tout le temps que je suis sûr de moi. Et après, regretter d'avoir dit un truc. Donc, je préfère faire de l'animation où j'ai un peu plus de temps pour réfléchir. Et justement, pour revenir sur le cinéma d'animation, dernièrement, il y a quand même pas mal de longs métrages ou de courts métrages qui sont faits pour les grands, alors que on pourrait croire que l'animation, c'est juste les dessins animés, alors que toi-même, tu le montres, tes films, il faut quand même une certaine maturité pour les comprendre et pour les voir. Et puis, je pense notamment au cinéma, dernièrement, il y a eu plein de films d'animation qui sont faits pour adultes, justement. Du coup, tu considères que l'animation, c'est aussi un truc de grand? Ah oui, enfin, moi j'ai envie que ça soit un truc de grand aussi en tout cas. Enfin, moi le long que j'écris, le prochain cours que je suis en train de faire, oui c'est pour les grands. J'ai pas d'enfants donc peut-être quand j'aurai des enfants j'aurai envie de faire des films pour eux, mais pour l'instant j'ai envie de faire des films pour mes copains et pour les gens, enfin pour les grands quoi, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez encore et il y a encore du boulot à faire. Et surtout je trouve que comme en fait la génération qui arrive d'adultes a été pas mal, on les a nourris de beaucoup de dessins animés et je pense qu'en fait la génération qui arrive est prête aussi à se dire je peux encore aller voir un film d'animation, c'est pas pour les enfants. Et voilà, je pense qu'il y a un public qui s'ouvre à ça qui va arriver, en tout cas j'espère. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu me dis tu as envie de faire des films pour tes copains. C'est trop cool, je trouve, comme démarche. Ça veut dire que tu te poses pas de questions de est-ce que ça va plaire à d'autres gens, etc. Pour moi, tu as juste envie de te faire kiffer, quoi. Oui, après, il y a toujours enfin, je pars toujours du principe que je vais pas faire un film de manière égoïste juste pour moi et pour... Donc, il faut que les gens y ressortent en ayant été touchés, en ayant ressenti des choses. Donc je pense, quand je dis les copains, c'est les copains et puis le public quoi. Ouais. Enfin, j'ai pas envie de faire un truc hyper niche où personne va rien comprendre et juste j'aurais fait un truc que juste pour moi ou ça m'intéresse pas trop. Et toi, t'as voulu devenir réalisateur pour tes copains, justement pour faire partager ce truc-là. C'est pour ça que t'as voulu devenir réalisateur? Je pense que je voulais raconter des histoires, donc j'écrivais déjà un peu des histoires. Et j'aime bien quand même toucher à plein de choses, à plein d'étapes. Je pense que ça vient aussi des arts déco et d'avoir touché à plein de matières et tout. Et j'ai peur toujours de m'ennuyer un peu. Donc par exemple, si j'étais juste si je faisais que l'animation dans les films,
j'aurais trop peur que ça me suffise pas et que je m'ennuie, parce que ça peut être des étapes un peu répétitives des fois. Et en fait, je crois que j'ai besoin d'être stimulé par pas mal de trucs différents. C'est pour ça que du coup, j'aime bien participer un peu à toutes les étapes. Et voilà, et c'est hyper intéressant. Enfin, on parle de son, d'image, de mouvement, enfin, c'est sans fin, quoi. Et c'est quoi tes inspirations dans le cinéma aujourd'hui? Moi, je pense que je me suis dit que, entre guillemets, j'avais le droit de faire des films quand j'ai vu les clips ou les films de Michel Gondry, qui étaient, où c'est des effets spéciaux un peu bricolés, où en soi on a l'impression que tout le monde peut le faire chez soi, il faut juste avoir pas mal d'imagination et une petite caméra. Et du coup on faisait ça avec mes frères et sœurs quand j'étais ado. J'avais demandé un appareil photo numérique pour se filmer, et on refaisait des films genre Indiana Jones, James Bond, tout ça. Donc c'était plutôt chouette. Et voilà, et du coup, je sais pas, on a fait une vingtaine des films comme ça, les étés, pendant les vacances. Et C'est ça qui t'a lancé dans le cinéma, vraiment lancer dans le cinéma, Enfin, je sais pas, mais qui t'a lancé cette passion ouais, faire du montage sur iMovie, sur le Mac à la maison. En fait, on touchait déjà un peu à tout. On allait chercher de la musique sur des CD à la bibliothèque, des musiques de films, on ramenait à la maison, on mettait sur l'ordi, on essayait des choses. Ouais, je pense que c'était un peu apprendre des petites bases de cinéma, mais après l'animation, il y a encore d'autres trucs à apprendre, Oui. genre dessiner par exemple. Du coup, ouais, justement, ça a été naturel. Enfin, quand tu étais ado, tu dessinais déjà un peu ou tu as vraiment dû apprendre Je pense que je dessinais comme tout le monde dans les marges de mes cahiers en maths enfin, quand je m'ennuyais un peu. C'est-à-dire un peu tout le temps, je pense, à l'école. Et après, au lycée, j'ai commencé à prendre des cours de modèle vivant parce que je savais que je voudrais faire une école d'art. Donc qu'il fallait se préparer parce qu'il y aura des concours et tout, donc il fallait quand même avoir un tout petit niveau. Donc j'avais commencé à faire ça, et en fait après, en école d'art, tu continues à faire du modèle vivant, de la perspective, des trucs comme ça. Mais je me considère pas comme un grand dessinateur non plus, je suis pas hyper bon techniquement. Quand même, t'as été nommé à Cannes. Oui, mais enfin, là je parle vraiment de technicité de dessin et de morpho et puis je suis pas tout seul à avoir fait le film, on m'a bien aidé. Justement, j'ai pris des gens qui dessinaient mieux que moi. T'as peut-être un peu devancé ma question qui était qu'est-ce que c'est ta Madeleine de Proust dans le cinéma aujourd'hui? Moi j'adore Indiana Jones, donc vraiment je peux regarder ça. Même les derniers, je m'en fous, tout le monde crache dessus, mais moi j'aime bien. Du coup, tu les regardes une fois par an Je sais pas, souvent le soir, je me mets un petit film comme ça, comme pour s'endormir, comme si on me racontait une histoire. Ça m'arrive de mettre un petit film et je m'endors devant Indiana Jones ou des trucs comme ça. Ou sinon, je regarde souvent, bon là c'est une autre ambiance, des films de David Fincher, Zodiac, Seven. J'arrive quand même à m'endormir devant. C'est vrai? Pourtant, c'est pas facile, j'imagine. Ouais, c'est des serial killers, c'est pas très. Ouais. Enfin, surtout très que jouasse. les films sont hyper prenants, donc ça donne pas envie de. Même Ouais, si on connaît la fin parce qu'on l'a vu plein de fois, là, vraiment, on a je envie les de le connais par revoir. cœur. Ouais. Mais voilà, d'autres films comme ça. Donc maintenant, on va passer à la partie un peu plus actuelle. On a un peu balayé ton passé sur d'où tu viens et ce que tu as fait, tes inspirations. Et l'année dernière, tu as été nommé à Cannes dans la catégorie des meilleurs courts-métrages. Ouais, compétition officielle. Pour Les Belles Cicatrices, est-ce que tu peux déjà rappeler un peu le pitch du film? Le pitch du film, c'est Gaspard et Laïla qui se retrouvent après l'été dans un bar bondé. Et en gros, ils se sont séparés il y a 2 mois, et Gaspard
vient voir s'il y a toujours moyen de se remettre ensemble et elle vient vérifier qu'il a bien compris que c'était fini. Donc voilà, il se passe des choses après. Et dans ce court-métrage, on entend donc les voix des deux personnages qui sont incarnés par deux acteurs, Fanny Sidney et Quentin Dolmer, qu'on peut voir à l'écran dans de nombreux films et séries. Comment est-ce que tu les as rencontrés et choisis ? Moi, comme c'est mon premier film, je savais pas trop quel comédien ou acteur on pouvait contacter. Donc c'est plutôt mes productrices qui m'ont proposé des gens. Et elles m'ont proposé, en fait c'était les premiers choix, donc elles m'ont proposé Quentin parce que en fait, c'est des gens avec qui elles avaient travaillé de près ou de loin. Et Quentin, je crois, a un peu une voix qui peut me ressembler. Donc je pense que voilà. Et il a une voix un peu fragile, tout ça, et ça correspondait bien au personnage. Et Fanny, Fanny, elle a une voix plus assurée, tout ça, mais en même temps, elle est capable de sortir des choses très profondes, très sensibles. Et c'est ça que moi j'avais bien aimé quand on me les a proposés. Et ça s'est révélé être des très bons choix. En tout cas, moi je suis bien contente d'avoir bossé avec eux. Et normalement, je vais rebosser avec eux là dans 1 mois pour enregistrer les prochaines voix pour un autre film. Pour un autre film, totalement pas une suite C'est une suite sans être une à suite. moitié. Ok. Et mais justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des acteurs qu'on peut voir dans des films. C'est pas du tout des comédiens de doublage, donc. Ouais. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu que justement. Pour le coup, j'avais pas du tout reconnu la voix de Fanny Sidney, alors qu'on l'a vu notamment dans 10% par exemple. Et je l'avais pas du tout reconnu. J'étais étonné de voir que c'était pas des comédiens de doublage, c'était des vrais acteurs. Ouais, en fait, on n'est pas forcément allé voir des comédiens de doublage parce que déjà mes productrices bossaient pas dans l'animation au départ. Donc elles bossent souvent en prise de vue réelle, donc avec des comédiens, tout ça. Donc elles avaient plutôt un carnet de contacts comme ça. Ouais. Et aussi, nous, ça nous allait très bien de prendre des comédiens, pas de doublage, parce que de toute façon, en fait, on enregistre les voix avant de fabriquer le film, donc pour le mettre sur un storyboard animé qu'on appelle animatique, et pour qu'ensuite les animateurs, animatrices puissent refaire le lip sync sur les voix directement, pour que ça corresponde bien au niveau mouvement des lèvres. Alors que les doubleurs, souvent, ils peuvent arriver aussi après quand le film est fini. Ouais. Et en fait, ils doivent Juste parler, quoi. c'est eux qui doivent s'adapter au mouvement des lèvres, donc c'est un peu l'inverse de. Ouais. Et moi, j'avais envie que les comédiens ils soient quand même libres de leur interprétation, donc qu'ils n'aient pas forcément à suivre un truc très précis. Ouais. Parce que moi je suis pas infaillible sur c'était genre mes voix, moi et ma sœur pour les voix témoins, et on n'est pas comédien, donc se caler là-dessus c'était peut-être pas une bonne idée. Donc je préférais laisser faire Fanny et Quentin qui sont des professionnels finalement. Et justement, tu en as un peu parlé, le processus de construction de ce court-métrage, il s'est fait donc à l'envers parce que, pour expliquer un peu, c'est une vidéo sur Arte, je crois, qui a été faite, où en fait on voit qu'ils sont filmés comme là maintenant, et en train de lire le texte. Oui, exactement, ouais. Et donc vous avez pareil. dessiné avec le mouvement des lèvres. En gros, ça c'est pour tous les films d'animation. On fait le montage avant de fabriquer le film parce que ça coûte tellement cher qu'on peut pas se permettre de faire des secondes en trop tous les jours, quoi. Donc en fait le montage est déjà fini, caler les voix aussi avant de tout animer. Du coup, ça t'a permis de te rendre compte justement de s'il y avait des trucs qui étaient en trop ou pas Oui, quand voilà, c'était c'est dit, ça. quoi. C'est ça, ouais. En fait, le film, en gros, il est en brouillon, il est fini avant de faire vraiment les choses. Et en fait, on a déjà un petit film en soi. Et on les a filmés, c'était pas tant pour le mouvement des lèvres, parce que ça, on peut le refaire assez facilement.
Enfin, on sait comment les lèvres font quand il y a un O, un A, un E, tout ça. Mais c'était plus pour les mouvements des corps, des mains, je sais pas, un œil qui est un peu fragile, Ok. qui vacille comme ça. Plus pour choper des intentions d'acting que nous, en animation, on n'a pas toujours l'idée de mettre. Donc ça, c'était plus des références visuelles pour les animateurs. Et ensuite, ils avaient aussi des références de films où moi, j'avais sélectionné des scènes dans des films où il y avait des acteurs qui étaient un peu dans le même état émotionnel que certaines scènes des Belles Cicatrices. Du coup, je leur montrais ça pour qu'ils aient aussi ces références-là en termes d'acting. Et c'était un mix de tout ça qui faisait qu'ensuite, ils ont fait leur propre acting à eux d'animateurs, quoi. Et en tout, il y a combien de personnes qui ont travaillé sur les Belles Cicatrices? Bah, c'est une bonne question. À chaque fois, on me demande. Je pense si on compte vraiment tous les postes, on doit être 20, 25, un truc comme ça. Ok. Mais par exemple, on était 5 animateurs pour animer tout le film. Donc animer, c'est vraiment juste dessiner le mouvement les personnages et les personnages bouger. Et on a fait ça pendant 4 mois en résidence à Vendôme. Et on faisait 2-3 secondes par jour. Et ça, je participais aussi. Mais j'avais un chef anime, du coup, j'étais à la fois le réal et le technicien. Je pouvais me faire gronder des fois. Parce que j'avais pas bien animé. Mais il était gentil, donc tout va bien. Et du début de l'écriture du court-métrage jusqu'à la finalité, il y a eu combien de temps? En gros, à partir du moment où j'ai signé avec les productrices, ça a mis 4 ans, je crois. Donc 1 an et demi à peu près pour écrire. Pas en continu, hein, en intermittence, parce que du coup, il fallait que je bosse aussi à côté. Et ensuite, 1 an et demi pour chercher l'argent. Et 1 an et demi à peu près pour vraiment fabriquer le film du moment où... Je compte à partir du moment où je fais le storyboard, quoi. Alors, pour parler un peu plus de la personnalité des personnages en profondeur, moi, en voyant le court-métrage, il y a une phrase de Nekfeu qui m'est venue, qui dit dans son documentaire, il dit les trucs les plus universels, c'est des trucs super précis et personnels. Les Belles Cicatrices, c'est à la fois hyper personnel, parce que donc c'est une rupture et que chaque rupture est unique. Et nous, on se reconnaît dedans, ou alors on a reconnu quelqu'un en tant que spectateur. Mais du coup, cette proximité, elle est intervenue chez une énorme majorité des spectateurs. Donc il y a aussi ce côté universel. Donc en fait, ma question, c'est pour qu'on soit aussi proche des personnages, il y a combien d'intime dedans, et enfin à quel point? Bah oui, le deal, en fait, j'ai coécrit avec Pierre Le Gall, qui est scénariste. Il m'a bien expliqué au début que le deal, c'est que pour que ça soit universel, bah oui, il fallait raconter des choses extrêmement précises. C'était comme ça que les gens allaient s'identifier. Et oui, donc en fait, on s'est beaucoup raconté nos histoires d'amour tous les deux. Nos ruptures, les moments chouettes, tout ça, en étant extrêmement sincères l'un envers l'autre, en se racontant presque tout, un peu comme une séance de psy, quoi. Ensuite, Pierre, il écrivait tout ça dans un document, et ensuite, les missions qu'on se donnait, c'était de s'écrire toute une backstory des personnages, du moment où ils se sont connus, rencontrés, au moment où ils se sont mis ensemble, tous les souvenirs qu'ils ont eus ensemble, jusqu'au moment où ils se retrouvent dans ce bar tous les deux. Donc en soi, en fait, il y a déjà on pourrait faire d'autres films là-dessus. On a déjà tout plein de souvenirs, et ensuite, nous, on a choisi quelques souvenirs en particulier qu'on avait écrits qui nous semblaient les plus marquants, les plus payants, pour ensuite raconter le film et les personnages aussi, leur relation entre eux. Voilà. Et moi, j'adore ce film parce que ça mélange à la fois du fantastique, à la fois du réalisme, dans le sens où juste il se retrouve dans un bar, mais d'un coup il
plonge sous la nappe sans spoiler. Et là, il y a ce côté fantastique et que j'adore. C'est un peu t'as mélangé plein de genres, enfin, deux genres. Oui, bah, j'aime bien ce qu'on peut appeler une espèce. C'est des images mentales en fait, où on ne sait pas bien ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et j'aime bien être sur cette espèce de crête où bah, on marche sur la crête et il y a un côté, c'est le fantastique, l'autre, le réalisme. Et on ne sait jamais trop ce qui est dans la tête du personnage ou non. Et surtout, ce qui est important quand on fait ça, je trouve, c'est de surtout pas que les personnages disent eux-mêmes ah c'est bizarre ce qui se passe ou des trucs comme ça, sinon là on n'y croit plus parce qu'on sait que c'est faux et que c'est dans la tête. Et je pense que c'est pas mal de garder le mystère de qu'est-ce qui est vrai ou pas, et surtout on s'en fout, c'est juste je pense que c'est une manière de voir le monde, et on voit tous les choses un peu comme ça, où on s'imagine des choses. Par exemple, si moi je me balade dans la ville, dans Paris, il y a un coin de mur, pour moi ça va vouloir dire beaucoup de choses parce que j'ai un souvenir là ou un truc comme ça. Alors que bah, toi, si tu te balades devant ce coin de mur, ça va rien te dire, mais peut-être le banc après, toi, Ouais. ça voudra dire beaucoup de choses, quoi. Et moi, rien du tout. Donc il y a un peu ce truc de comment être dans l'intériorité des personnages et le mettre en image. Tu as aussi mélangé des techniques, je pense notamment à la mer. Mm. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe, comment tu as construit cette image? Oui, donc la mer, c'est des prises de vue réelles. Donc je prends un appareil photo numérique pour filmer et je vais à la mer chez ma grand-mère en reprenant à peu près les axes de caméra dont j'avais besoin. Et je fais ça parce que bah, moi, ça me rappelle un peu des vieux effets spéciaux dans les films où on superposait un peu des espèces de calques. Et en fait, on voit que c'est faux, mais moi, j'aime bien ce côté-là parce qu'il y a un côté un peu artisanal où on se dit, OK, il y a quelqu'un derrière qui est en train de bricoler quelque chose, qui a fabriqué quelque chose. Il y avait un peu ça aussi au tout début de l'animation, je crois, dans la lanterne magique, toutes ces choses-là où on superposait aussi des images. Et il y a aussi un truc tout bête, c'est que bah, ça permet de ne pas animer la mer. Donc on gagne quand même beaucoup de temps comme ça. Et je sais pas, moi, il y a je sais pas, moi, ça me plaît bien de mélanger des choses comme ça. J'avais déjà fait un peu des tests avant sur d'autres petits films. Et l'effet me plaît bien, outre le fait que ça soit économique en termes de temps et d'animation, quoi. Voilà, c'est un bon équilibre, je trouve. Et sur les lieux de... Déjà, la mer que tu as filmée, est-ce qu'elle a une signification et c'était où que tu as filmé J'ai filmé à côté de chez ma grand-mère où j'allais en vacances très souvent. Mais il s'est passé, j'ai eu aucune rupture amoureuse sur cette plage. C'est la question. Et la plage qui est présente dans le court-métrage, c'est la plage de chez ta grand-mère? Non, la plage, bah, au départ, c'est un espèce de désert dans le film. Donc, en fait, c'était plus trouver un lieu comme ça, un peu vierge, où on pouvait faire intervenir des souvenirs, des choses un peu étranges. Comme au tout début, il y a un immeuble dans le désert. Après, ils marchent, ils avancent, et là, ils arrivent devant la mer. En fait, dans ce désert, il y a plein de trucs qui peuvent apparaître. Et je crois que je trouve ça juste joli, les paysages de dunes et tout ça. Il y a un côté Le Petit Prince qui me plaît bien. Et pour le bar, tu t'es inspiré d'un bar en particulier? Non, pour moi, c'est un mélange de bars. En fait, je voulais que ce soit un bar assez classique, un bar-restaurant assez classique, où tout le monde puisse se projeter. Et surtout un bar un peu froid ou pas hyper chaleureux. Il n'y a que 2 personnes qui sont colorées. Oui, voilà, les autres, c'est des ombres. Et il y a quelques tableaux au mur, mais c'est que des tableaux de plage.
Donc les plages pour moi, de plein d'autres gens qui sont venus avant. Voilà. Et le titre, Les belles cicatrices, tu l'as choisi comment? Ça, c'est vraiment la chose qui n'a jamais changé. Il était là depuis le début. Et je l'ai choisi comment j'aime bien quand dans les titres, il y a des choses qui vont pas ensemble, donc belle et cicatrice. Et je l'ai choisi comment c'est qu'au départ, ça devait être... l'idée, c'était c'était vraiment autre chose. Le concept visuel, c'était une morgue avec 2 médecins légistes qui dissèquent un corps. Du coup, ce corps avait plein de cicatrices à la fin parce qu'ils avaient ouvert un peu partout. Et en fait, ce corps, c'était le symbole de leur histoire d'amour qui disséquait au fur et à mesure. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait cicatrices. Et après, c'est resté parce que les cicatrices, c'est les taches qu'il y a sur la nappe qu'on voit vraiment très bien à la fin du film, Ouais. parce qu'il y a un top shot dessus. C'est la cicatrice de Gaspard. C'est les cicatrices intérieures des 2 personnages. C'est voilà, plein de choses. Et une fois donc que le film est fini, il est sélectionné à Cannes. Comment est-ce que tu as appris que le film était sélectionné à Cannes et comment tu as réagi? Comment j'ai appris déjà, on l'envoie à Cannes. Après, je sais pas, un peu début avril, je crois qu'on sait un peu qu'on est toujours dans la course, mais on sait pas encore si on est sélectionné ou pas. Et ensuite, on nous avait dit que toutes les semaines, en fait, ils enlevaient des films au fur et à mesure de leur présélection. Ils enlèvent. Il y a l'annonce des longs métrages à Cannes. Du coup, moi, je m'étais dit, ok, on va savoir là. En fait, on savait pas du tout là. Donc, on attend encore. Moi, j'avoue, j'ai jamais été aussi angoissé de ma vie qu'à ce moment-là. Je dormais pas beaucoup parce que je savais qu'on y était toujours. Et moi, j'avoue que c'était quand même un rêve d'aller à Cannes. Enfin, je m'étais jamais dit que c'était possible. Et là, c'était plus très loin, quoi. Donc je me disais, putain, c'est trop chiant si on n'y va pas. Et en même temps, j'essayais de rester cool. Et je sais plus, au bout de 2-3 semaines après l'annonce officielle des longs métrages, je m'étais dit, ok, je savais que tel jour on allait savoir. Donc je passe toute la journée hyper stressé à attendre qu'on m'appelle sur mon portable. Évidemment, il y a des gens qui m'appellent ou c'est de la pub. Et tu crois à chaque fois. J'y crois à chaque fois et je me dis putain, ça y est, je vais savoir et tout. Finalement, je rentre chez moi en me disant bon, ok, c'est mort. Demain, ils annoncent les films, donc je suis pas dedans. Et là, on m'appelle. Et du coup, c'est un des sélectionneurs des films de Cannes qui m'appelle et qui me dit Raphaël, tu vas à Cannes. Et voilà. Et je raccroche. Et là, je pleure pendant, je sais pas, 1 ou 2 heures. J'appelle tout le monde. À chaque fois que j'arrive à me calmer, je rappelle les gens. Et puis, je finis par repleurer. Mes parents, quand je les ai appelés, je leur ai dit à tous toute la famille de se mettre devant le téléphone. Et puis je me mets à chialer et du coup ils pensent que en fait il m'arrive un truc hyper grave, que j'ai une maladie ou quoi, parce que j'arrive pas à dire ce qui se passe. Et du coup je finis par dire que je vais à Cannes et tout le monde est rassuré. Et voilà, c'était beaucoup d'émotions. Et voilà, le soir même, j'allais chez une copine qui avait animé sur le film. On avait une petite soirée prévue. Du coup, j'avais gardé la surprise. Et j'avais ramené une bouteille de champagne. Et du coup, j'ai dit, au fait, j'ai un petit truc à te dire. Et voilà. Et après, c'était trop bien d'aller à Cannes. Surtout, il y a une grosse partie de l'équipe du film qui avait pu venir. Et c'est beaucoup des copains, donc j'étais trop content de partager ça avec eux et qu'ils puissent me soutenir et profiter aussi de ce moment parce que ils avaient bien bossé sur le film, donc c'était normal qu'ils profitent aussi.
Et du coup, cette sélection à Cannes, ça a été quoi son impact sur la com du film? Euh, je pense que ça a bien servi pour qu'il soit repéré par les festivals et tout ça après. Donc ça a bien aidé pour être sélectionné dans pas mal de festivals. Et non, après, c'est surtout de la fierté d'avoir été à Cannes. Et, peut-être aussi ça a aidé le film quand il est sorti sur Arte pour qu'il ait un peu plus de visibilité, tout ça quoi. Et justement, en parlant de Arte, quel est le rapport entre le film et Arte? Est-ce qu'ils interviennent dans la production? Est-ce qu'ils sont juste diffuseurs? Là, ils étaient diffuseurs seulement. Ok. Ils avaient préacheté le film en fait sur scénario. Donc voilà, je crois qu'il peut y avoir différents modes d'achat d'Arte. Je crois qu'ils peuvent être coprod aussi, ou acheter le film une fois qu'il est fini. Et du coup, c'est pas forcément les mêmes sommes qui va pour faire le film après. Et c'était la première fois que il t'a acheté un film comme ça? J'avais fait un petit film dans une collection de films qui s'appelle Shortcuts, qui sont produits par Caïman Productions, où en fait on doit résumer en 1 minute un long métrage qui va passer sur Arte ensuite. Mais ça, c'est pas Arte qui me l'a acheté, c'est plus Caïman qui a un deal avec Arte où ils font ce programme-là. Donc non, là, c'était la première fois que j'avais en face de moi Hélène Vessière qui choisit les courts-métrages d'Arte. Et on a eu de la chance, elle a bien aimé, donc elle nous a pris. Et elle a aussi pris mon prochain cours là. Ok, Donc, qui sortira quand? Oula. Mais il sera fini, je sais pas, fin 2026, début 2027. Ok. Bon, ben on va attendre un peu. En tout cas, quand Les Belles Cicatrices Enfin, le film est sorti sur Arte. Arte a fait une com sur les réseaux et ça a fait un buzz, surtout sur TikTok, avec des extraits repris des milliers de fois. Et en tant que jeune réalisateur, un buzz de cette ampleur, ça t'a effrayé ou ça t'a fait du bien? Les deux, je pense. Parce que en animation, on n'a quand même pas l'habitude d'avoir, surtout en court métrage, enfin moi je m'étais jamais dit qu'il allait se passer ça. Enfin, pour moi, on allait faire 50 000 vues sur le YouTube d'Arte et c'était déjà pas mal. Et en plus, on avait lancé les paris avec mes productrices. Moi, j'avais dit 100 000. Elle m'avait dit non, je pense. Enfin, on verra, mais déjà 50 000, ça serait super. Et à la fin, on était à 1 500 000. Et non, TikTok, moi, j'ai même pas TikTok, donc c'est ma petite sœur qui m'a dit qu'il y avait le film. Mais d'abord, c'était pas Arte qui avait mis sur TikTok, c'était quelqu'un qui avait téléchargé le film sur YouTube directement, qui avait mis des tout petits extraits. Et il y en avait qui avaient bien marché, donc nous, après, on a prévenu Arte qu'il se passait quelque chose, donc ils ont repris le flambeau. Mais non, c'est impossible de prévoir ça, et oui, ça fait un peu peur, et en même temps, c'est trop chouette parce que ça veut dire que ça parle à plein de gens et qu'on a bien travaillé. Donc c'est cool. Et tu as eu beaucoup de messages sur les réseaux de gens qui t'ont fait des retours du film? Ouais, j'avais beaucoup de messages tous les jours. Là, ça s'est calmé, mais oui, pendant 1 mois, j'ai eu mon téléphone qui vibrait pas mal. Et c'était super. En même temps, je voulais prendre le temps de répondre à tout le monde pour remercier à chaque fois, mais voilà, ça prend un peu de temps. Et bon, pour finir un petit peu sur la discussion, toi, tu es encore au début de ta carrière, donc j'ai pas trop envie de te demander qu'est-ce qu'on peut retenir de toi, parce qu'il te reste encore plein de choses à faire. Grand-chose, là. Du coup, je vais te demander plutôt quels sont tes projets d'avenir, etc., même si on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu. Du coup, un court-métrage. Ouais. Que je fais avec la cellule production et qui sera sur Arte. Un long métrage que je produis que je ferai sûrement avec Balade Sauvage et qu'en tout cas je coécris avec Pierre Le Gall.
qui a écrit avec moi Les Belles Cicatrices. Mais ça, bon, on verra. Hein. Je sais pas si ça existera un jour, j'espère qu'on trouvera l'argent pour le faire. Et sinon, déjà on fait ça, ce sera pas mal. Après, je développe aussi une série avec plus cartoon ado-adulte, donc rien à voir avec ce que je fais tout seul. Ouais. Et du coup, plus rigolo, avec des copains. Donc ça, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, j'espère que ça sortira un jour. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et après, j'aimerais bien faire un peu des clips, des projets plus courts où je pourrais essayer des choses. Et même faire de la DA pour quelqu'un d'autre, par exemple, ça me plairait bien. Parce que c'est assez lourd de porter des projets personnels. Donc, juste, entre guillemets, être sur de la DA sur pas un projet à moi, ça me libère un peu d'espace mental, on va dire. Du coup, plutôt des projets courts pour le moment et pour l'avenir. Les longs... Après, la série, par exemple, ça c'est un projet qui peut durer assez longtemps. Et le long, aussi longtemps qu'il faudra pour trouver des sous, j'espère, donc le moins longtemps possible, mais il faut déjà qu'on écrive quelque chose. Et voilà. Mais du coup, une fois qu'on a été à Cannes, sans rentrer dans le cliché, mais financer des films, c'est un peu plus facile ou pas ? Sûrement qu'on fait plus confiance, mais après, je saurais pas dire si c'est plus facile. Enfin, oui, c'est plus facile dans le sens où il y a un tampon, un label Cannes, si on veut. Donc, on va plus me prendre au sérieux, mais ça veut pas dire que je suis assuré de faire ce que je veux plus tard non plus, quoi. Donc, faut pas que je fasse n'importe quoi. Il faut que je continue à bien faire des films, à être sérieux. Eh ben, merci beaucoup Raphaël Jouzeau. Merci. C'est la fin de cet épisode. Je remercie aussi Maxence qui m'a aidé à écrire, à rédiger cet épisode. Et vous pouvez retrouver donc cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube en version vidéo. Et Raphaël, on peut te suivre sur les réseaux ? Sur Instagram. Ouais. Ok. Bon, on va suivre Raphaël Jouzeau sur Instagram. Et merci encore Merci beaucoup. d'avoir été mon invité pour ce premier épisode. À bientôt. Au revoir.